Merci beaucoup. Donc, il y aura un temps de questions après le second exposé qui va être donné par François Bourdillon, qui est médecin de santé publique et qui a dirigé à sa création Santé publique France 2016, qui après l'avoir préfiguré, et donc jusqu'à 2019, donc un éminent spécialiste santé publique, et je pense en conjonction avec ce qu'on vient d'entendre, va nous parler de l'hôpital dans son territoire, les questions de territorialité. Merci François. Bonjour à tous. Merci au Collège de France pour cette invitation. Merci à Philippe Sansonetti et Alain Fischer de leur confiance. Alors moi, je vais être un peu comme Laurent Degaut. Je vais vous parler de l'hôpital sans vous parler de l'hôpital, puisqu'on m'a demandé de vous parler de l'hôpital dans le futur du paysage médical. Et mon titre, c'est une médecine de territoire. Alors... Tout d'abord, je voudrais dire qu'il n'est pas possible d'évoquer l'hôpital du futur sans évoquer le vieillissement de la population, la montée en charge des maladies chroniques et les difficultés d'accès aux soins en médecine de ville. Difficultés qui sont très préoccupantes parce qu'elles retentissent sur le fonctionnement de l'hôpital, et au moins pour trois raisons. D'abord sur les urgences qui deviennent trop souvent une première ligne de soins, sur les capacités d'hospitalisation, du fait même du retard au diagnostic et aux soins qui aggravent les maladies, mais aussi sur la sortie rendue difficile par la complexité de la coordination du système de soins et de l'accompagnement social qui est souvent nécessaire dans ce domaine. Alors, si on veut un hôpital du futur, il faut probablement réinventer la médecine hospitalière et la médecine extra-hospitalière pour mieux répondre aux besoins de la population. Et si on veut le faire, et je suis un professionnel de santé publique, je crois qu'il faut intégrer la santé publique et acculturer avec cette discipline l'ensemble des professionnels de santé. Alors, qu'en est-il des trois piliers de la médecine ? L'hôpital, la médecine hospitalière, extra-hospitalière et la santé publique. Tout d'abord, l'hôpital. Alors, Laurent Degaut nous l'a dit, son évolution a été considérable au fil des siècles, de lieu d'hébergement pour les indigents et incurables. Il est devenu un lieu de soins avec la naissance de la clinique et, depuis 1958, un lieu d'excellence associant enseignement, innovation et recherche. Pour autant, l'hôpital, aujourd'hui, dans ses missions, doit prendre en compte les urgences vitales, les soins hautement spécialisés, les diagnostics complexes, les bilans spécialisés, mais aussi il reste et restera toujours un recours quand la médecine extra-hospitalière ou de ville ne répond pas aux besoins. Et donc ces missions, c'est à la fois de prendre... Donc les enjeux pour 2030 sont celui à la fois d'une médecine de pointe, de plus en plus technologique et connectée, et rassurez-vous, je ne vais pas beaucoup vous parler d'intelligence artificielle, mais aussi de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Et donc, un des challenges, c'est de tisser ces fameux liens entre les professionnels de ville qui doivent travailler en relais de la prise en charge et pouvoir hospitaliser sans forcément passer par les urgences. Voilà pour l'hôpital. Qu'en est-il de la médecine de ville ? Alors, un de mes arrière-grands-pères, en Haute-Marne, a été médecin de campagne. Cette forme de médecine a complètement disparu. On parle aujourd'hui de médecine de ville, et ça veut tout dire, puisqu'on a fait l'étymologie tout à l'heure, oubliant ainsi nos campagnes, devenues pour nombre d'entre elles des vrais déserts médicaux. Alors, si on regarde toujours sur la question des missions, ce que devrait faire la médecine dite de ville, c'est bien sûr suivre les maladies chroniques fréquentes dont l'évolution ne nécessite pas une hospitalisation, si besoin, avec un spécialiste. Et donc, on voit aussi que
Si demain on veut organiser la médecine de ville, il faut l'organiser au-delà des concepts de transition écologique en créant des ruptures. Et des ruptures, il y en a plusieurs. La première qui me paraît très importante, c'est le travail en équipe, de penser parcours de soins, de suivre les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et de faire de la prévention. C'est aussi, dans les ruptures, celle du partage de tâches avec les paramédicaux, que ce soit infirmiers, kinés, psychologues et j'en passe. Et enfin, et ce sera tout l'objet de mon intervention, c'est de s'inscrire dans une médecine de territoire, c'est-à-dire une médecine pour une population et pour un territoire donné. Alors qu'en est-il maintenant du troisième pilier, la santé publique? Alors là aussi, il y a eu d'énormes évolutions. Au XIXe siècle, c'était l'hygiène qui était faite pour lutter contre les maladies infectieuses. On est passé à la médecine sociale, puis à la santé publique, avec des missions qui sont relativement claires aujourd'hui: veille, surveillance, alerte, identification des besoins, développer la prévention, la promotion de la santé. Et là aussi, les deux enjeux pour demain, c'est non pas de développer la discipline, même si je la souhaite, de santé publique, mais le premier, c'est que ces savoirs, les savoir-faire de la santé publique, soient réappropriés par les professionnels de santé travaillant en équipe pour développer cette fameuse médecine de territoire. Et le second, c'est porté par la loi de 2002, la loi droit des malades, c'est de développer l'importance de la démocratie sanitaire, car je ne crois pas que nous pouvons réformer notre système de santé sans tenir compte de la voix des patients, des usagers, pour réfléchir sur les transformations. Alors, vous l'avez compris, je ne considère pas l'hôpital comme la tour de contrôle du système de santé, ni sa colonne vertébrale. Il doit être un des acteurs du système de santé. Et donc, mon propos dans cette contribution est de décrire les articulations nécessaires entre la ville et l'hôpital, car nous avons besoin d'un hôpital intégré dans son territoire. Alors, la démarche, pour moi, innovante pour 2030, ce sera celle qu'a évoquée Romain Heilmann tout à l'heure, celle de la responsabilité populationnelle. Alors, c'est un concept de santé publique pas très connu, mais qui est en train de se développer, qui souligne l'obligation pour les acteurs de santé d'un territoire donné de veiller à la santé d'une population définie. Et donc, c'est une réflexion par population, c'est de la santé publique, et pas uniquement rivée sur les individus pris isolément et qui viennent consulter aux urgences en ville ou à l'hôpital. Et donc, elle vise clairement à faire travailler ensemble tous les acteurs d'un bassin de vie, hospitaliers et non hospitaliers, pour améliorer la santé de ses habitants. Alors, ces principes, c'est une approche collective, je viens de le dire, c'est l'intégration de la prévention des maladies et la promotion de la santé, donc au-delà de la prévention des maladies, et enfin l'équité, avec l'objectif de garantir un accès équitable aux soins et aux ressources, en ciblant en particulier les populations vulnérables, dont je rappelle qu'ils sont toujours pris par l'hôpital, quelle que soit leur situation, lorsque la médecine de ville ne fonctionne pas. Elle vise aussi à réduire les inégalités de santé. Alors cette médecine avec responsabilité populationnelle, elle est portée aujourd'hui par un acteur qui est un acteur hospitalier, la Fédération hospitalière de France, la fameuse FHF, dans le cadre des expérimentations de l'article 51 sur deux pathologies, sur le diabète et sur l'insuffisance cardiaque, et dont les résultats sont relativement importants. Alors, les objectifs, c'est d'une part d'identifier les personnes présentant des facteurs de risque pour pouvoir les suivre et qu'ils ne développent pas des complications, et de suivre en particulier les personnes malades pour qu'elles ne s'aggravent pas. Alors les résultats sont très impressionnants quand on regarde les territoires. Alors c'est aujourd'hui 23 territoires qui ont été développés par la FHF dans ce domaine-là. On a réussi, grâce à cette approche, à diminuer par 4 les urgences
Alors pour les diabétiques, les urgences hospitalières des patients diabétiques qui sont suivis. On a augmenté de manière considérable la prise en charge ambulatoire et on a divisé pratiquement de moitié le nombre d'hospitalisations de plus de 5 jours pour ces mêmes patients hospitalisés. Et donc nous avons là une médecine de territoire articulée entre hospitaliers et extra-hospitaliers. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on passe à l'échelle, comment on sort de ces expérimentations de l'article 51 pour finalement avoir une politique publique. Et c'est une des grandes difficultés de notre système, c'est qu'on fait beaucoup d'expérimentations, mais on ne passe jamais à l'échelle. Et en tout cas, on n'essaye pas de moduler notre système d'information. Alors pour ça, nous avons besoin d'outils. Alors les outils sont divers, il y a des moyens de coordination, des moyens de communication, il faut développer des systèmes d'information. Alors revenons sur les uns et sur les autres. Le premier, le dossier médical partagé. Alors là, tout le monde souhaite qu'il soit fluide, accessible, interopérable. La difficulté avec ce fameux DMP, c'est que lorsqu'on regarde sur le terrain, ne serait-ce que chez un médecin généraliste, on voit bien qu'il y a mon espace santé qui est une espèce de fourre-tout qui existe et qui collige l'ensemble des examens qui sont réalisés et des motifs de consultation, et puis le dossier médical des médecins traitants, et que tout ça n'est pas très articulé. Et aujourd'hui, avec les IPA, on a aussi le dossier infirmier. On a le plan personnalisé de soins, le fameux PPS, porté beaucoup par la HAS, et qui, aujourd'hui, est un cadre de prise en charge entre la ville et l'hôpital, et qui est beaucoup trop vécu comme une norme, alors que doit être considéré comme un cadre et que son approche est clinique et qu'il faut probablement savoir l'utiliser pour améliorer le suivi des patients et pas pour mesurer la pertinence des soins. On a les protocoles de coopération qui doivent permettre le partage de tâches avec les paramédicaux. Et puis, on a besoin de systèmes d'information. On a besoin de 2 systèmes d'information. Un système d'information générique à travers le système national des données de santé, en commençant par le PMSI ou par les banques de données des urgences, qui donnent un certain nombre d'informations sur les populations et leurs maladies. Mais on a aussi besoin d'un système d'information pertinents qui permettent d'analyser par professionnel de santé les pratiques professionnelles, et je vais y revenir. Alors bien sûr, il y a un dernier outil qui est important, c'est celui du monde des applications, des outils qui permettent de rappeler les rendez-vous, qui permettent, par des fonctions de rappel, d'éviter les interactions médicamenteuses, qui sont relativement peu développés dans notre pays. Et c'est d'ailleurs très, très surprenant quand on voit, par exemple, que les applis diabète sont très utilisées au Sénégal et que ça fonctionne très bien pour améliorer le suivi des patients, mais on n'est pas capable aujourd'hui d'avancer dans ce domaine-là pour des raisons de modèle économique, car toutes ces applications, même si elles sont très bien pensées, n'ont pas un modèle économique qui permette de les porter. Alors, quels sont les changements attendus ? Alors, les changements attendus en médecine de ville, j'ai envie de revenir sur 2 points. Le travail en équipe et l'intégration de la santé publique. Alors, le travail en équipe, c'est important parce que, d'une part, il permet l'amélioration des conditions d'exercice pour la permanence des soins, pour les remplacements, pour le secrétariat, pour la gestion. Il permet aussi la diversification de l'activité professionnelle, et ça, c'est un facteur d'attractivité. Il y a des moments où on a envie de faire de la clinique, d'autres moments de l'organisation des soins, voire de la prévention, voire de l'éducation thérapeutique. Et surtout, le travail en équipe, ça permet la réflexion collective sur les besoins de santé d'une population, sur un territoire donné, sur les pratiques professionnelles. Qu'est-ce que je fais pour améliorer le maintien à domicile des personnes âgées? Qu'est-ce que je fais pour améliorer la prise en charge de mes patients diabétiques ou hypertendus? Et enfin, tout ceci, ce travail en équipe, a pour but d'améliorer, bien sûr, les résultats médicaux et la qualité des soins.
Et je dirais le dernier point très important pour le travail en équipe, c'est qu'il ouvre la voie à des nouvelles formes de rémunération qui doivent permettre de sortir à l'acte, qui sortir de l'acte, par exemple, pardonnez-moi, pour trouver des modes de financement qui sont plus adaptés à la médecine de ville, en tout cas à la prise en charge de la maladie chronique, et je pense en particulier au forfait et à la rémunération, à la capitation, qui aujourd'hui, dans encore une fois beaucoup d'expérimentations de l'article 51, montrent leur pertinence, mais toujours avec cette butée que l'on a de pouvoir passer à l'échelle dans ce domaine-là. Et à court terme, une bonne chose serait que lorsqu'il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles et un véritable travail en équipe, je ne parle pas des cabinets de groupe, on puisse avoir une convention spécifique de l'assurance maladie pour ces médecins et professionnels de santé qui travaillent en maison de santé pluriprofessionnelle. Alors, quant à l'intégration de la santé publique, pour faire une médecine avec responsabilité populationnelle et pour faire une médecine sur un territoire donné, il faut avoir des données. Et donc, il faut que les structures nationales puissent donner aux coordonnateurs de ces territoires leurs données de santé. Ça, c'est crucial et indispensable. Et donc, nous avons besoin que Santé publique France, l'ACNAM, les ORS, les ARS puissent donner ce type d'informations. Mais on a aussi besoin d'avoir une connaissance de la patientèle et de sa pratique professionnelle. Il est indispensable que demain, chaque professionnel de santé, dans son entière, puisse mesurer les écarts entre les recommandations et sa pratique, puisse s'interroger sur l'efficacité de la prise en charge. Combien j'ai de malades diabétiques avec une hémoglobine glyquée supérieure à la normale, alors que je les suis très régulièrement et qui souligne un échec de la prise en charge? Combien j'ai de patients hypertendus sévères et qui finalement ne sont pas équilibrés avec leur traitement, alors que on voit que Santé publique France dit qu'aujourd'hui, sur 100 diabétiques, il n'y en a que 25 qui sont équilibrés. Ce sont des données extrêmement importantes si on veut faire évoluer les choses. Et puis, ça permet de s'interroger sur les besoins. Alors, la puissance publique, elle est bien consciente de tout ça, et pour développer la santé publique sur les territoires, elle a mis en place les fameuses CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, avec pour mission l'analyse des besoins et la construction de la réponse. Et on voit bien que, alors elles sont à des niveaux extrêmement différents, mais qu'elles travaillent sur le parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques, notamment le diabète et l'insuffisance cardiaque, qui sont les deux pathologies aujourd'hui les plus ciblées, mais aussi pour améliorer le parcours médico-social des personnes âgées et de faire du lien entre les EHPAD, les services sociaux et les dispositifs d'appui à la coordination. Et donc, on voit bien que c'est un premier pas. Simplement, on est en train de couvrir la France de structures mezzo qui ne font pas de soins, qui font de la santé publique, qui font de l'information. Et on se demande pourquoi les responsables de maisons de santé pluriprofessionnelles n'ont pas cette mission-là et de travailler et finalement de donner les outils de santé publique aux professionnels de santé eux-mêmes. Alors, ma proposition, elle est d'aller vers un service de santé d'intérêt général. Et alors ça, c'est ma proposition pour 2030, puisqu'on est dans de la prospective. Alors on rassemblerait les hôpitaux publics, les établissements privés à but non lucratif, et moi je préfère l'ancienne dénomination plutôt que celle des ESPIC, et puis tous médecins libéraux de secteur 1. Alors, ces médecins seraient dans ce service d'intérêt général et l'idée, ce serait il faut qu'ils travaillent en équipe. Et donc, il faut leur proposer de travailler en maison de santé pluriprofessionnelle. Alors moi, je suis
quelqu'un de très pragmatique. Je vois bien que depuis très longtemps, on essaye de réguler l'installation et que la régulation par la contrainte, elle ne fonctionne pas vraiment dans notre pays. Et même quand on a essayé de passer au Parlement des dispositions permettant de limiter l'installation dans les endroits, je dirais, en surdensité, on n'y est pas arrivé. Alors moi, je suis comme pour le opt-in et le opt-out. Je suis pour essayer de dire, bon, très bien, il y a le secteur conventionnel qui fonctionne, mais pour ce qui est des maisons de santé professionnelles, on va faire des aides à l'installation, on va faire des aides au fonctionnement, on va faire des forfaits structures, on va financer par des éléments incitatifs l'accès aux banques de données, et que peut-être comme ça, on va réguler demain avec un accompagnement financier sur les projets immobiliers et sur les modes de fonctionnement, l'installation avec une double régulation. On est dans les municipales, parce que les communes, elles ont beaucoup à dire sur l'accès aux soins et le manque de professionnels de santé. Et avec l'aide du régulateur qui est l'ARS, on devrait pouvoir trouver des compromis pour essayer de construire une médecine de ville beaucoup plus équilibrée qu'aujourd'hui. Alors ça passe aussi par ouvrir la boîte du secteur 2. La boîte du secteur 2, c'est une boîte très difficile. Parce qu'aujourd'hui, la moitié des médecins spécialistes sont en secteur 2. Les 3/4 des jeunes qui s'installent choisissent le secteur 2. L'augmentation des coûts liés au secteur 2 est considérable d'année en année. L'année dernière, c'était 4,3 milliards d'euros, rien que ça. Et que si on veut demain arriver à limiter cette augmentation, il faudra passer par de la régulation. Alors la première régulation, c'est imposer à tous les médecins de secteur 2, je termine, il me reste il me reste... Alors, pour améliorer il faut proposer, rendre obligatoire, l'OPTAM à l'ensemble des médecins du secteur 2 avec un seuil de dépassement maximum 100% du tarif Sécu et avec un pourcentage de patients en secteur 1 d'au moins 30%. Et de se dire qu'on pourrait mettre en extinction le secteur 2 sur 10 ans en rattrapant les secteurs 1 et secteur 2 dans les évolutions conventionnelles. Et puis on peut se dire aussi qu'il faudrait toucher à la solvabilisation du secteur 2 par les assurances complémentaires. Et je note avec intérêt des pétitions actuellement qui visent à faire la Sécu intégrale et à regrouper assurance maladie et assurance maladie complémentaire pour diminuer de plus de 8 milliards les frais de gestion et qui permettrait probablement de toucher le secteur 2. Voilà. Ma conclusion, c'est le malaise actuel de l'hôpital, en particulier celui des urgences, est très lié à celui de la médecine de ville, dont la réorganisation reste un chantier aussi indispensable que complexe à penser et à réaliser. Que l'hôpital, dans son futur du paysage médical, c'est un hôpital articulé avec une médecine de territoire, et que la boussole pour demain doit rester la direction fixée il y a 80 ans par nos anciens qui ont pensé la sécurité sociale avec une double solidarité entre bien portants et malades et entre riches et moins fortunés. Voilà, merci de votre attention.